Je suis passé chez mon gendre sans prévenir. Je suis entré et je me suis figé. Ma fille était à genoux devant son beau-père. Il la tenait par les cheveux en disant « Je vais t'apprendre comment une vraie femme doit se comporter dans la maison de son mari. » Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne et nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Faites-le nous savoir. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Le moteur du camion cliquetait en refroidissant dans l'allée. Steven Danner était assis, les mains encore sur le volant, fixant la modeste maison ranch que sa fille partageait avec son mari. Le soleil de l'après-midi projetait des angles durs sur le revêtement en vinyle, rendant tout délavé et fatigué. 3 semaines, c'est le temps qui s'était écoulé depuis que Rose répondait à ses appels par des réponses monosyllabiques et sèches. Il coupa le moteur, le silence qui suivit semblait anormal, trop épais. À travers le pare-brise, il pouvait voir le jardin de Rose, celui dont elle avait été si excitée au printemps dernier, maintenant envahi par les mauvaises herbes, les plants de tomates bruns et affaissés contre leur tuteur. Sa poitrine se serra, Steven descendit du camion, ses bottes de travail crissant sur le gravier, ses mains sentaient encore l'huile de moteur malgré 2 lavages avant de quitter l'atelier. Il avait fermé tôt, chose qu'il ne faisait jamais un jeudi, mais le nœud dans son estomac était là toute la semaine. Se resserrant un peu plus chaque fois que la voix de Rose au téléphone semblait plus faible, plus distante, la grille latérale était légèrement entrebâillée, il la poussa, les charnières grinçant, la cour arrière était calme, sauf pour le bourdonnement de la climatisation d'un voisin, la voiture de Rose était garée sous l'abri, donc elle était à la maison, cela aurait dû le rassurer. Ce ne fut pas le cas, il s'approcha de la porte latérale, celle qui menait à la cuisine. Rose avait l'habitude de la laisser déverrouiller pendant la journée quand elle était chez elle. Elle faisait confiance au quartier. À tout, sa main trouva la poignée, elle tourna. À l'instant où il entra, il l'entendit, une voix d'homme. Pas celle de Lévi. Plus profonde, plus rude. Les mots étaient indistincts au début, étouffés par le couloir, mais le ton tranchait tout le reste. Sec, cruel, dégoulinant de quelque chose qui raidit les muscles de Steven. Il traversa la cuisine sans réfléchir, passant devant la vaisselle dans l'évier, devant les rideaux fanés que Rose avait accrochés l'année précédente. Son pouls battait dans ses oreilles, mais sa respiration restait contrôlée, régulière. Des années à tenir le coup pendant la maladie de sa défunte épouse lui avaient appris à fonctionner malgré la peur. Le couloir débouchait sur le salon, et là, ce fut le moment qui diviserait sa vie en avant et après. Rose était à genoux sur la moquette beige, son visage était déformé, non par la douleur, mais par quelque chose de pire. L'humiliation, la terreur. Un homme se tenait au-dessus d'elle, ses doigts épais emmêlés dans ses cheveux, lui tirant la tête en arrière à un angle qui fit blanchir la vision de Steven au bord. Leonard Pike, le beau-père de Rose. 62 ans, torse baril, avec un visage qui semblait toujours au bord de la colère. Sa chemise en flanelle était retroussée jusqu'au coude et sa prise sur les cheveux de Rose était si serrée que Steven pouvait voir la tension dans son avant-bras. « Je vais t'apprendre comment une vraie femme doit se comporter dans la maison de son mari. » La voix de Léonard était basse, vibrante d'une fausse droiture. Ce bavardage, ce manque de respect, ça s'arrête aujourd'hui. Tu m'entends ? La fille de Steven pleurait, pas en sanglots, mais des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Ses mains étaient pressées contre la moquette, tremblantes, et Levi Pike, le mari de Rose, l'homme qu'elle avait épousé 3 ans plus tôt lors d'une cérémonie remplie de fleurs blanches et de promesses, se tenait près de la porte de la cuisine, les bras croisés, observant. Son visage n'était ni en colère ni affligé, il était vide. « Complicé ?» La voix de Steven trancha la pièce comme une lame. « Lâche-la tout de suite !» 3 têtes se tournèrent, la prise de Léonard se relâcha, mais seulement légèrement. Lévi se redressa, laissant tomber ses bras le long de son corps. Les yeux de Rose trouvèrent ceux de son père, et quelque chose s'ouvrit dans son expression, du soulagement, de la honte et un espoir désespéré. Tout à la fois, Steven fit un pas en avant, ses mains ne tremblaient pas. Cela le surprit, elles pendaient librement le long de son corps, prêtes, mais pas serrées. Sa voix sortit égale, contrôlée, portant le poids de chaque once de retenue qu'il utilisait pour ne pas traverser la pièce et briser le bras de Leonard Pike. « J'ai dit, lâche-la !» Léonard relâcha les cheveux de Rose et recula, son expression se transformant en quelque chose qui pouvait sembler décontracté, innocent. Comme si Steven venait d'entrer dans une conversation amicale, la transition était si fluide qu'elle en était écœurante. « Steven !»
Le ton de Léonard était presque jovial. « Je ne savais pas que tu passais. Lève-toi, Rose. » Steven ne regarda pas Léonard, il garda les yeux sur sa fille. « Prends tes chaussures, tu rentres avec moi ?» Rose commença à se lever. Ses mouvements tremblants, Lévi bougea alors, s'avançant avec les mains levées en geste d'apaisement. « Papa, ce n'est pas ce que ça paraît. Rose et moi, on était juste... » Elle s'est un peu emportée, et papa essayait de l'aider à se calmer. La voix de Lévi avait cette même qualité répétée qu'il utilisait au bureau d'assurance, fluide et entraînée. « C'est une dispute familiale ? C'est tout ?» Les yeux de Steven se posèrent enfin sur son gendre. Le jeune homme avait 32 ans, bien coiffé, le genre de type qui porte des polos le week-end et parle d'être diacre à l'église. Steven avait pensé qu'il était stable, sûr, un bon parti pour Rose. Il s'était tellement trompé, une dispute familiale. Steven répéta les mots lentement, les savourant. Il laissait un résidu amer. Il regarda à nouveau Léonard, qui se tenait maintenant avec les pouces accrochés dans ses passants de ceinture, le menton relevé. « C'est comme ça que tu appelles saisir une femme par les cheveux. Steven, tu exagères. » La voix de Léonard avait maintenant une pointe. « Rose a besoin d'apprendre. Elle s'en va maintenant. » Quelque chose dans le ton de Steven fit reculer les deux Pike. Ce n'était pas fort, ce n'était pas agressif. C'était le son d'une porte qui se ferme, définitif et absolu. Le son d'un homme qui venait de prendre une décision et ne s'en écarterait pas. Rose trouva ses chaussures près du canapé, des espadrilles en toile. Celle de gauche éraflée, sa main tremblait en les enfilant. Steven se plaça à ses côtés, se positionnant entre elle et les Pike. Sa main toucha son épaule, doucement mais fermement. « Viens, ma chérie. » Lévi commença à protester, s'avançant à nouveau. « Tu ne peux pas juste l'emmener. Regarde-moi faire !» Steven guida Rose vers la porte. Elle se déplaçait comme quelqu'un marchant dans le brouillard, sa respiration superficielle et rapide. Derrière eux, la voix de Léonard s'éleva, gagnant en volume. « C'est mal, Steven. La place d'une épouse est avec son mari. Tu interviens dans... » Steven se tourna au seuil, un bras toujours autour de Rose. Il regarda Léonard Pike pendant 3 secondes entières, sans parler. La voix du vieil homme s'éteignit dans sa gorge. « Ne viens pas chez moi, » dit Steven calmement. « N'appelle pas, n'envoie pas de message. Si tu essayes, j'appelle la police. » Il escorta Rose à travers la cuisine, par la porte latérale, à travers la cour arrière. Le soleil de fin d'après-midi semblait trop vif après le salon sombre. Rose trébucha une fois sur le gravier et Steven attrapa son coude, la stabilisant. Il ouvrit la portière passager de son camion et l'aida à monter. Au moment où il contourna pour s'asseoir du côté conducteur, ses mains avaient commencé à trembler. Il serra le volant fort en sortant de l'allée, les jointures blanches. Rose était pressée contre la portière passager, les bras enroulés autour d'elle. Aucun d'eux ne parla pendant les 10 premières minutes du trajet. La radio était éteinte. Le seul son était le moteur du camion et le murmure occasionnel de la circulation passant en sens inverse. L'esprit de Steven bouillonnait, mais son visage restait calme. Il avait appris cela pendant les années à l'hôpital avec sa femme. Comment rester stable quand tout à l'intérieur hurlait? Comment être le roc quand le monde s'effondrait? Mais cela, c'était différent. L'image de Rose à genoux, la main de Léonard dans ses cheveux, repassait en boucle. Chaque fois, la prise de Steven sur le volant se resserrait. Il força sa mâchoire à se détendre, força sa respiration à rester régulière. Quand ils s'engagèrent dans son allée, Rose parla enfin. « Je suis désolé. » Sa voix était à peine audible, éraflée. Steven coupa le moteur, il la regarda vraiment pour la première fois depuis qu'ils étaient partis. Ses cheveux étaient emmêlés là où Léonard l'avait saisie. Ses yeux étaient rougis. Elle avait perdu du poids, réalisa-t-il. Ses clavicules étaient trop proéminentes au-dessus du col de son chemisier. Comment avait-il pu manquer ça? « Tu n'as rien à te reprocher ?» dit-il. Chaque mot délibéré, absolument rien. « Rose, tu m'entends ?» Elle hocha la tête, mais les larmes coulèrent à nouveau. Steven se pencha et prit sa main. Elle était froide malgré la chaleur du jour. « Viens, entrandia !» La table de la cuisine avait été l'endroit préféré de sa femme. Elle y passait ses matinées avec son café, lisant le journal, regardant les oiseaux à la mangeoire dehors. Après sa mort 6 ans plus tôt, Steven avait tout gardé exactement pareil. Même table, même chaise, même set de table fanée. Parfois, cela le réconfortait. Parfois, cela faisait mal. Maintenant, Rose était assise sur la chaise de sa mère, les 2 mains autour d'une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. La vapeur avait cessé de s'élever 21 minutes plus tôt. Dehors, le soleil se couchait.
peignant la cuisine en nuances d'orange et d'ambre. Steven était assis en face d'elle, attendant, sans pousser. Il avait préparé le thé, sorti des crackers qu'elle n'avait pas mangés, et puis il s'était juste assis, silencieux, présent. Enfin, la voix de Rose brisa le silence. Ce n'était pas toujours comme ça. Steven hocha la tête. Il n'interrompit pas. Quand on s'est mariés, Lévi était différent. Ou peut-être pas. Peut-être que je ne l'ai pas vu. Ses doigts tracèrent le bord de la tasse. Sa famille est traditionnelle, disait-il, soudée. Ils ont des règles sur comment les choses doivent être, des rôles genrés. Je pensais que c'était juste vieux jeu. Pas nocif. Elle leva les yeux vers son père. La honte dans ses yeux le transperça. Quand est-ce que ça a changé ? Demanda-t-il doucement. Environ 1 an après, peut-être 6 mois après qu'on ait emménagé dans cette maison, Rose prit une respiration tremblante. Léonard a commencé à venir souvent. Il s'asseyait à notre table de cuisine et parlait à Lévi de comment gérer un foyer. Je trouvais ça bizarre, mais Lévi disait que son père veillait juste sur nous. La mâchoire de Steven se serra. Mais il garda une expression neutre. Quel genre de gestion ? Tout. Le mot sortit amer. Comment je devais m'habiller ? Comment je devais parler ? Pourquoi je devais travailler ? Léonard disait qu'une épouse devait être guidée par son mari et son père jusqu'à ce qu'elle apprenne la bonne manière. Lévi était d'accord avec lui. Chaque fois qu'elle posait la tasse, ses mains recommençaient à trembler, puis ça empirait. Lévi a pris le contrôle de mes comptes bancaires. Il disait qu'il gérait l'argent parce que c'était le rôle de l'homme. Il a commencé à lire mes messages, à vérifier ma position sur mon téléphone. Si je remettais en question, il avait ce regard. Elle s'interrompit, fixant quelque chose que Steven ne pouvait pas voir. Quel regard! Comme si je l'avais déçu, comme si j'échouais en tant qu'épouse. Sa voix se brisa, et Léonard, il a commencé à me corriger. C'est comme ça qu'il appelait ça. Si je ne pliais pas le linge de la bonne façon, si je répondais, si je ne montrais pas assez de respect. Les mains de Steven se crispèrent en poing sous la table. « Il t'a fait mal avant, aujourd'hui ?» Ce n'était pas une question. Rose hocha lentement la tête. « Pas au début. Au début, c'était juste saisir mon bras trop fort, me coincer dans les coins quand il me faisait la leçon. Puis il y a quelques mois, j'ai dit à Lévi que je voulais te rendre visite pour ton anniversaire. Et Léonard s'est énervé. Il a dit que je plaçais ma famille de naissance au-dessus de ma vraie famille. Il m'a poussé contre le mur, pas assez fort pour laisser un bleu, mais assez pour faire passer le message. Les mots affluaient plus vite maintenant, comme un barrage qui cède. Lévi m'a enfermé dehors une fois. C'était en février. J'avais élevé la voix pendant une dispute. Et il a dit que j'avais besoin de me calmer. J'ai resté sur le porche pendant 2 heures avant qu'il me laisse rentrer. Léonard a dit que c'était bon pour moi, que j'avais besoin d'apprendre les conséquences. Steven sentit quelque chose de froid et dur s'installer dans sa poitrine. Pas de la rage, pas encore. Quelque chose de plus calculé, de plus permanent. Ils lisent tes messages, dit-il. C'est pour ça que tu as arrêté de m'écrire ? Lévi vérifie mon téléphone tous les soirs. Si j'efface quelque chose, il le sait. Rose s'essuya les yeux du dos de la main. J'ai essayé de t'appeler il y a quelques semaines du travail, mais il l'a découvert. Il ne m'a pas frappé, mais il a pris mes clés de voiture. Il a dit que je ne pouvais pas être digne de confiance pour conduire seul. Léonard l'a soutenu, disant que c'était un leadership protecteur. Aujourd'hui, dit Steven prudemment, que s'est-il passé avant que j'arrive ? Le visage de Rose pâlit. J'ai demandé si je pouvais avoir $20 pour les courses. On n'avait plus de lait, et Lévi avait la carte de débit. Léonard était là et il s'est tellement énervé. Il a dit que demander de l'argent était irrespectueux. J'aurais dû mieux planifier. J'ai essayé de me défendre et il m'a attrapé par les cheveux et m'a forcé à genoux. Il a dit, sa voix tomba à un murmure, il a dit qu'il allait m'apprendre comment une vraie femme se comporte dans la maison de son mari. La pièce tomba dans le silence, sauf pour le tic-tac de l'horloge au mur. Steven observa sa fille, cette personne qu'il avait élevée, qui avait été brillante, drôle et intrépide, réduite à cette coquille tremblante et apologétique. Rien de tout ça n'est de l'amour, pensa-t-il, mais il ne le dit pas encore. Au lieu de cela, il posa une question de plus. « Rose, veux-tu y retourner ?» Sa réponse vint immédiatement, désespérée. « Non. »« Mon Dieu. »« Non. »« Papa, s'il te plaît, ne me force pas à y retourner. Je ne le ferai pas. » La certitude dans sa voix arrêta sa spirale. « Tu restes ici aussi longtemps que tu en as besoin ? Pour toujours ? Si c'est ce qu'il faut. Mais Lévi va... Lévi peut essayer. » La voix de Steven resta égale. Mais il y avait du fer dessous. Ils peuvent tous les deux essayer, mais tu es ma fille. Et je ne laisserai plus personne te faire du mal.
Rose craqua alors. Vraiment craqua, pas les larmes silencieuses d'avant, mais des sanglots profonds et secouants qui faisaient trembler tout son corps. Steven contourna la table et la prit dans ses bras, la tenant comme quand elle était petite et que le monde l'effrayait. Mais ce n'était pas un genou écorché ou un mauvais rêve. C'était quelque chose qu'il avait brisé systématiquement, pièce par pièce. Pendant plus d'1 an, et tandis que Steven tenait sa fille, pendant qu'elle pleurait, quelque chose se cristallisa en lui. Une décision, un vœu, pas de pardon, pas de compromis, pas de miséricorde. Les Pike avaient fait leur choix, maintenant, ils feraient les siens, cette nuit-là, après que Rose se soit enfin endormie dans la chambre d'amis, sa vieille chambre en réalité, toujours avec les mêmes rideaux bleus et l'étagère qu'elle avait remplie au lycée. Steven s'assit à la table de la cuisine avec un bloc-notes et un stylo. La maison était silencieuse autour de lui, le genre de silence profond qui arrive après minuit dans les petites villes du sud. Quand même, les grillons sont allés dormir. La lumière fluorescente au-dessus de la cuisinière projetait tout dans une lueur pâle et clinique. Il commença à écrire, pas tout, juste les faits qu'il connaissait, les choses que Rose lui avait dites, les choses qu'il avait vues, agression physique. Léonard saisissant Rose par les cheveux, contrôle financier. Lévi prenant tout accès aux banques, isolement, surveillance de son téléphone, limitation de ses mouvements. Coercion, les corrections de Léonard. Lévi l'enfermant dehors, menaces, menaces implicites sur les conséquences et le respect. Steven fixa la liste, elle semblait crue sur le papier, clinique, mais sous chaque ligne. Il pouvait voir le visage de Rose, entendre sa voix se briser en décrivant être poussé contre des murs, saisi, surveillé et contrôlé. Sa main remonta en haut de la page et écrivit une ligne de plus. Ils essaieraient de la récupérer, parce qu'ils le feraient. Des hommes comme Léonard et Lévi ne lâchaient pas simplement le contrôle. Ils viendraient ici, ils feraient des demandes, ils amèneraient probablement toute la famille Pike, peindraient en Steven comme le méchant, prétendraient qu'il tournait Rose contre eux. Ils devaient être prêts. Steven sortit son téléphone et ouvrit une application de notes. Il commença une nouvelle chronologie. Première année, mariage semble normal. Deuxième année, implication accrue de Léonard. Contrôle de Lévi commence. Troisième année, escalade, intimidation physique. Isolement, agression d'aujourd'hui. Il repensa à l'année passée, se forçant à se souvenir des signes qu'il avait ignorés, Rose annulant les dîners du dimanche à la dernière minute, la façon dont elle avait commencé à ne porter que des jeans et des chemises larges, plus rien de coloré, comment elle avait arrêté de parler de son travail, arrêté de partager des histoires sur sa vie. Il avait pensé qu'elle s'installait simplement dans la vie mariée, occupée, distante comme les enfants adultes le deviennent parfois. Il avait été aveugle. Steven posa son téléphone et se frotta les yeux. L'horloge du micro-ondes indiquait 2h47. Il devrait dormir, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Rose à genoux. Il reprit le stylo et écrivit une chose de plus au bas de la page. Pas de pardon, pas de compromis. Ce n'était pas encore un plan, mais c'était une base. Le vendredi matin arriva trop tôt. Steven se réveilla avec le soleil entrant par la fenêtre de sa chambre et le son de mouvement dans la cuisine. Pendant un moment désorienté, il pensa que c'était sa femme qui préparait le petit déjeuner comme autrefois. Puis la réalité revint en place. Il trouva Rose à la cuisinière, retournant des pancakes avec une précision mécanique. Elle s'était douchée, ses cheveux encore humides, portant un vieux sweatshirt qu'elle avait dû trouver dans son placard. Les ecchymoses sur son cuir chevelu n'étaient pas visibles. Mais Steven savait qu'elles étaient là. « Tu n'avais pas besoin de cuisiner ?» dit-il. Elle le regarda. « J'en avais envie. J'aime le faire quand c'est mon choix. » Le poids de cette phrase le frappa en pleine poitrine. Il se versa du café et s'assit à la table, la regardant travailler. Les pancakes étaient parfaits, dolces, moelleux. Elle avait toujours été douée pour ça, même adolescente, apprenant de sa mère. Ils mangèrent en silence confortable pendant quelques minutes, puis Rose parla, sa voix petite. « Ils vont venir ici, n'est-ce pas ? Probablement. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Steven prit une gorgée de café, réfléchissant à sa réponse. Rien pourquoi je ne sois pas préparé. Mais Rose, je dois te demander, veux-tu porter plainte pour ce que Léonard a fait ? Elle se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Je ne sais pas. Tu n'as pas à décider tout de suite, mais on devrait tout documenter. Photos, déclaration, tout ce qui prouve ce qui s'est passé. Il garda un ton doux mais ferme, juste au cas où Rose posa sa fourchette. Lévi dira que je mens. Alors, on s'assure que la vérité est plus forte que ses mensonges. Elle le regarda, vraiment,
fouillant son visage à la recherche de quelque chose. Ce qu'elle y trouva fit redresser légèrement ses épaules. « D'accord, dit-elle. D'accord, on documente. » Après le petit déjeuner, Steven prit des photos prudentes du cuir chevelu de Rose, là où Léonard l'avait saisi. La zone était sensible, légèrement gonflée, avec des ecchymoses légères commençant à apparaître, puis il lui fit écrire tout ce dont elle se souvenait. Date. Incidents. Témoin. Tout ce qui pourrait être utile. À midi, son téléphone commença à vibrer, un message d'un numéro inconnu. « Steven, c'est Lévi, appelle-moi s'il te plaît, on doit parler de Rose. » Il le supprima sans répondre. 5 minutes plus tard, un autre message. « Papa dit que tu es déraisonnable ? Rose appartient ici avec sa famille. » Steven montra les messages à Rose. « Je ne réponds pas, mais j'ai besoin de ta permission pour les bloquer. » Elle hocha rapidement la tête. « Fais-le. » Il bloqua le numéro. Puis il appela le lieu de travail de Rose, une clinique vétérinaire où elle travaillait comme réceptionniste. Il parla à sa superviseure, une femme nommée Janet, qui avait embauché Rose juste après l'université. Janet, c'est Steven Danner, le père de Rose. Il y a eu une urgence familiale et Rose a besoin de temps libre. Il y eut une pause. Elle va bien? Elle ira? Pouvez-vous nous aider avec ça? Bien sûr, Steven. La voix de Janet baissa. Je m'inquiétais pour elle depuis des mois. Elle n'était plus elle-même, sa poitrine se serra. Que voulez-vous dire? Elle était anxieuse, nerveuse. Quelquefois, je l'ai vue pleurer dans la salle de pause, mais quand je demandais, elle disait que tout allait bien. Son mari a commencé à venir la chercher au travail au lieu de la laisser conduire elle-même. Je trouvais ça bizarre, mais ce n'était pas votre place de demander exactement. Jeannette soupira. Dites-lui de prendre tout le temps qu'il faut. Son poste sera là quand elle sera prête. Après l'appel, Steven trouva Rose dans sa chambre, assise sur le bord du lit avec son téléphone dans les mains. « Ta patronne t'envoie son soutien ?» dit-il. « Et ton congé est approuvé ?» Rose hocha la tête distraitement, fixant toujours son téléphone. Lévi appelle. Ne réponds pas. Il continuera d'appeler. Steven s'assit à côté d'elle. Laisse-le faire. Tu ne lui dois pas une conversation. Tu ne lui dois rien. Elle éteignit le téléphone et le posa sur la table de nuit comme s'il pouvait la mordre. Je n'arrête pas de penser, dit-elle calmement, à comment ça a commencé si petit. Comment je n'ai pas remarqué jusqu'à ce que ce soit trop tard. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que des hommes comme eux opèrent. Steven choisit ses mots suivants avec soin. Rien de tout ça n'est de ta faute. Rose. Pas la moindre partie. Elle ne répondit pas, mais il vit sa gorge se contracter alors qu'elle déglutissait difficilement. Cet après-midi-là, les Pikes arrivèrent. Steven entendit le camion s'engager dans son allée vers 15 heures. Le grondement distinctif du vieux F-250 de Léonard. Il était dans le garage, organisant des outils qu'il n'avait pas besoin d'organiser, mais cela lui donnait quelque chose à faire avec ses mains. À travers la fenêtre de la porte du garage, il vit Léonard et Lévi descendre. Tous deux arboraient des expressions de détermination vertueuse. Léonard marchait comme s'il possédait la propriété. Lévi suivait à un demi-pas derrière, la mâchoire serrée. Steven ferma la porte du garage et contourna pour les rencontrer dans l'allée. Il ne les invita pas plus près. « Steven !» Le ton de Léonard était sec. « Fausse amabilité. On doit parler de cette situation. »« Il n'y a pas de situation. Rose reste ici. C'est ma femme. » dit Lévi, s'avançant. Sa voix avait à nouveau cette qualité entraînée, raisonnable mais ferme. « Elle appartient à la maison. Quel que soit le malentendu d'hier, on peut le régler en famille. » L'expression de Steven ne changea pas. « Malentendu ? C'est comme ça que tu appelles ça. » Papa essayait d'aider. Lève et continue. Rose s'est emportée et ton père a saisi ma fille par les cheveux et l'a forcée à genoux. La voix de Steven trancha l'excuse comme du verre. Il n'y a pas de malentendu là-dedans. Le masque de Léonard glissa légèrement, l'irritation traversant son visage. Une épouse a besoin de guidance. La Bible est claire. Ne fais pas ça. La voix de Steven baissa plus bas, dangereuse. Ne me cite pas les Écritures pour justifier l'abus. Ce n'est pas de l'abus, c'est de la discipline. Tu as posé les mains sur ma fille avec colère, avec violence. C'est de l'abus, Leonard. Et Lévi est resté là et a laissé faire. Il tourna son regard vers son gendre. Tu as laissé ton père terroriser ta femme. Le visage de Lévi rougit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu déformes? J'ai vu ce que j'ai vu. Léonard fit un pas plus près, sa masse semblant remplir l'espace. C'est entre un mari et une femme. Tu interviens dans leur mariage. Leur mariage. Steven faillit rire. Il n'y a plus de mariage. Plus maintenant. Tu ne peux pas prendre cette décision. Lévi claqua.
la vraie colère perçant. « Rose est ma femme. Selon la loi, ce que toi et ton père avez fait est une agression domestique. Donc si tu veux parler de droits légaux, on peut le faire, mais pas ici, pas maintenant. » Cette conversation est terminée, le visage de Léonard vira au rouge. On a tout à fait le droit de parler à Rose. Tu ne peux pas la garder loin de nous? Rose est une adulte qui choisit de ne pas vous voir. Je respecte son choix, respectueusement, dit Lévi, sortant son téléphone. Je l'appelle. Elle ne répondra pas. Le pouce de Lévi plana sur l'écran, puis il appuya pour appeler, portant le téléphone à son oreille. Après un moment, sa mâchoire se serra. Ça va directement sur la messagerie. Comme je l'ai dit, Léonard bondit alors en avant, plus vite que Steven ne l'attendait pour un homme de sa taille. Il attrapa le devant de la chemise de Steven avec les deux mains, le tirant près. « Écoute-moi. » Les mains de Steven remontèrent, brisant la prise de Léonard avec un mouvement sec et entraîné. Des années à travailler avec ses mains, à déplacer des moteurs et du matériel lourd, l'avaient rendu plus fort qu'il n'y paraissait. Il ne poussa pas Léonard, il se libéra simplement et recula. « Touche-moi encore », dit Steven calmement, « et j'appelle la police. Quittez ma propriété. » Pendant un moment, Léonard sembla sur le point de frapper. Steven le vit dans la façon dont ses épaules se contractèrent, dont ses mains se crispèrent en poing. Lévi attrapa le bras de son père. « Papa, viens !» Léonard le secoua, mais recula. « Ce n'est pas fini. Steven, Rose est de la famille. Elle nous appartient ?» « Non, » dit Steven. « Elle n'appartient pas. » Il se tourna et marcha vers sa porte d'entrée, l'ouvrit, entra, la verrouilla derrière lui, à travers la fenêtre du salon. Il observa les Pike rester dans son allée pendant 30 secondes de plus, avant de remonter enfin dans leur camion et de partir. Rose apparut du couloir, le visage pâle. « J'ai entendu. Ils sont partis. Pour l'instant, » hocha Steven. Pour l'instant, cette nuit-là, il commença à passer des appels. Le premier fut à sa sœur Michelle, qui travaillait comme infirmière en traumatologie au Vanderbilt Medical Center à Nashville. Elle répondit à la deuxième sonnerie, sa voix chaude mais fatiguée. « Stevie, tout va bien. » Il lui raconta tout. L'agression, les révélations de Rose. La visite des Pike, Michelle écouta sans interrompre. Sa respiration le seul son en ligne. Quand il finit, elle resta silencieuse un long moment. « Comment va-t-elle » demanda enfin Michelle, effrayée, honteuse, essayant de tenir le coup. Ça colle. « Steven, ce que tu décris, c'est un contrôle coercitif classique, abuse financière, isolement, intimidation physique. Le schéma d'escalade est typique. » Elle marqua une pause. « A-t-elle vu un médecin ? » Pas encore. Elle devrait, pas seulement pour la documentation, même si c'est important, mais pour sa propre santé. Un traumatisme comme ça se manifeste physiquement. Stress, perte de poids, troubles du sommeil, anxiété. Laisse-moi passer des appels. Je connais quelqu'un au centre pour femmes ici qui se spécialise dans les cas d'abus domestiques. Elle pourrait ne pas être prête pour ça. Alors on y va doucement. Mais Steven, tu dois comprendre que la récupération d'un contrôle comme ça prend du temps. Parfois des années, elle va avoir besoin de soutien, probablement de thérapie, définitivement d'une évaluation médicale, tout ce dont elle a besoin. Bien, la voix de Michelle s'adoucit. Et toi, comment tu tiens? Je vais bien? Tu ne vas pas bien? Je l'entends dans ta voix. Tu es en mode combat? Elle n'avait pas tort. Steven baissa les yeux sur ses mains, se souvenant de la façon contrôlée dont il avait brisé la prise de Léonard, de la froideur dans sa propre voix. Ils lui ont fait du mal. Michelle, pendant des mois, et je l'ai manqué, tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû... Ne te fais pas ça. Des hommes comme les Pike sont experts pour cacher l'abus. Ils isolent leurs victimes, contrôlent le récit, font en sorte que tout semble normal de l'extérieur. Elle expira lentement, mais Steven, quoi que tu planifies, sois prudent. Des hommes qui perdent le contrôle de leurs victimes peuvent devenir dangereux. Je suis déjà prudent. Je suis sérieuse, documente tout. Chaque message, chaque visite, chaque menace, et envisage de demander une ordonnance de restriction. Rose doit décider ça. Alors aide-la à décider, parce que ça ne s'arrêtera pas. Des hommes comme Léonard ne s'en vont pas simplement. Après avoir raccroché, Steven s'assit dans le salon sombre, son téléphone brillant dans sa main. Michelle avait raison. Les Pike ne s'arrêteraient pas. Ils escaladeraient, essaieraient de regagner le contrôle par la pression, la manipulation ou la force. Il avait besoin de plus que de bonnes intentions, il avait besoin de preuves. Un dossier si solide qu'au moment venu, il n'y aurait pas de place pour le doute.
Il ouvrit une nouvelle note sur son téléphone et commença une liste, évaluation médicale et documentation. Photo des blessures, déclaration écrite de Rose. Relevé bancaire montrant le contrôle financier. Message texte de Lévi. Déclaration de témoin. Collègue, voicings. Enregistrement de Rose décrivant l'abus, cette dernière le fit hésiter. Dans le Tennessee, on pouvait enregistrer des conversations auxquelles on participait sans le consentement de l'autre. Si Rose décrivait ce qui s'était passé pendant qu'il enregistrait, cela serait admissible comme preuve. Il détestait le calcul de ça, la froideur, mais ce n'était pas pour son confort, c'était pour s'assurer que la vérité ne pouvait pas être enterrée sous les excuses de Lévi et l'autorité de Léonard. Le lendemain matin, il approcha Rose prudemment pendant le petit déjeuner. « Je veux t'enregistrer en me racontant ce qui s'est passé. »« Tout ? Avec ta permission ?» Elle leva les yeux de son toast intact. « Pourquoi ? Au cas où on en ait besoin pour la police, les avocats, la protection. Je ne le ferai pas sans ton consentement. Et on n'a pas à l'utiliser si tu ne veux pas, mais l'avoir pourrait aider. » Rose réfléchit, ses doigts tapotant contre sa tasse de café. « D'accord ? Oui ? Faisons-le. » Ils s'assirent dans le salon, le téléphone de Steven enregistrant entre eux sur la table basse. Rose parla pendant 47 minutes, sa voix stable mais tendue, décrivant en détail la progression du contrôle, les incidents d'intimidation, la violence escaladante. Quand elle finit, ses mains tremblaient à nouveau. Mais il y avait autre chose dans son expression aussi, une sorte de soulagement sombre. « Je n'ai jamais tout dit à voix haute avant, » dit-elle. « Pas comme ça. Comment te sens-tu ? Terrifiée, mais aussi plus légère. » D'une certaine façon, Steven sauva l'enregistrement avec un nom de fichier daté et le sauvegarda dans 3 endroits séparés. Puis, il se pencha et serra la main de sa fille. « Tu es courageuse, Rose. Plus courageuse que tu ne le sais. » Elle secoua la tête. « Je ne suis pas courageuse. Je l'ai laissé faire si longtemps. Tu as survécu. C'est courageux. » Avant qu'elle puisse argumenter, le téléphone de Steven vibra. Un message d'un numéro inconnu. « C'est Jeannette de la clinique. Une collègue de Rose veut vous parler de ce qu'elle a vu. Puis-je lui donner votre numéro ?» Steven montra le message à Rose. « Tu as le choix ici, mais ça pourrait aider. » Rose hocha lentement la tête. « Dis-lui oui. » 25 minutes plus tard, le téléphone de Steven sonna. Une voix de jeune femme, nerveuse mais déterminée. « Monsieur Danner, c'est Ashley. Je travaille avec Rose à la clinique. Merci d'appeler. Elle va bien ?» On s'inquiétait tous. Son mari, Ashley, s'interrompit puis se reprit. « Écoutez, je ne sais pas si ça aide, mais j'ai vu des choses, entendu des choses. Si vous essayez d'aider Rose, je veux vous dire ce que je sais. » Steven attrapa son bloc-notes. « J'écoute. » Ashley décrivit 6 mois d'observation, Lévi se présentant sans prévenir pour vérifier Rose pendant ses quarts, Rose pleurant dans la salle de pause et inventant des excuses sur le stress. Un jour où Rose était venue au travail avec un poignet douloureux qu'elle prétendait avoir mal dormi dessus, le plus accablant, une conversation qu'Ashley avait entendue entre Rose et Lévi sur le parking. Il fouillait dans son sac, dit Ashley, comme en le vidant vraiment sur le capot de son camion. Il a trouvé un reçu pour un déjeuner qu'elle s'était acheté et il s'est tellement énervé, il lui a dit qu'elle gaspillait les ressources familiales et qu'elle devait demander la permission pour les achats. Rose est restée là à s'excuser encore et encore. Quand était-ce ? Il y a 3 mois, peut-être fin juin. Steven l'écrivit. Seriez-vous prête à fournir une déclaration écrite ou à témoigner si nécessaire ? Absolument. Tout ce qui aide Rose. 2 autres collègues appelèrent au cours des jours suivants. Une femme qui avait remarqué des ecchymoses sur les bras de Rose, qu'elle cachait avec des manches longues en été, un homme qui avait vu Léonard Pike coincer Rose dehors la clinique, lui faisant la leçon sur le comportement approprié pendant que Rose se recroquevillait contre le bâtiment. Chaque conversation ajoutait une pièce au puzzle, et chacune durcissait la résolution de Steven. Le dimanche, une semaine après l'incident du salon, Steven se tenait dans sa cour arrière, arrosant la pelouse clairsemée et réfléchissant aux prochaines étapes. Rose était dedans, lisant, vraiment lisant, quelque chose qu'elle disait ne pas avoir fait depuis des mois parce que Lévi pensait que c'était du temps gaspillé. Une voiture s'arrêta au bord du trottoir. Pas les Pike. Steven ne reconnut pas le véhicule au début. Une Honda Sedan récente. Vert foncé, une jeune femme en sortit. Mivington, cheveux blonds tirés en queue de cheval. Elle semblait nerveuse, jetant des regards autour comme pour vérifier si elle était suivie. Elle s'approcha de la clôture lentement. « Monsieur Danner, c'est moi, je suis Nora Pike, la sœur de Lévi. » Elle le dit vite, comme arrachant un pansement. La prise de Steven sur le tuyau se resserra.
Si vous êtes ici pour « je ne le suis pas », elle leva les mains. « S'il vous plaît, je dois vous parler de ma famille. » De Rose, il l'étudia un long moment. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une lassitude dans ses yeux, une tension dans ses épaules, pas la certitude agressive de Léonard ou Lévi. « Attendez ici. » Il éteignit le tuyau et entra. Trouva Rose dans le salon. La sœur de Lévi est dehors. Elle veut parler. Le visage de Rose blêmit. Nora. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle prétend vouloir aider, mais tu n'as pas à la voir. Je peux la renvoyer? Rose se leva, son livre tombant oublié sur le canapé. Non! Laisse-moi lui parler. Ils sortirent ensemble. Nora se tenait près de la clôture, les mains dans les poches. Quand elle vit Rose, son expression se froissa légèrement. Rose. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Désolé pourquoi? La voix de Rose était gardée. Pour tout ça? Pour ne pas l'avoir arrêtée? Pour faire partie de cette famille? Nora regarda entre eux. J'essaye de m'éloigner d'eux depuis des années. Mon père il nous a tous contrôlés toute notre vie. Lévi a tout appris de lui. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait? Dit Rose calmement. Je sais, je ne fais pas d'excuses. Je vous dis que ce qui est arrivé à Rose n'est pas nouveau. C'est comme ça que notre famille fonctionne. Pourquoi êtes-vous ici, Nora? Parce que ce qui est arrivé à Rose n'est pas nouveau. C'est comme ça que notre famille opère. Mon père croit en l'autorité traditionnelle, ce qui signifie vraiment qu'il contrôle tout le monde. Surtout les femmes. Ma mère est partie quand j'avais 15 ans parce qu'elle ne pouvait plus le supporter. Lévi et moi sommes restés avec papa, et il a modelé Lévi à son image. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Répéta Rose. Je sais, je ne fais pas d'excuses. Je vous dis que vous n'êtes pas la première personne que mon père a blessée, et mon frère est devenu comme lui. Nora sortit son téléphone de sa poche. J'ai des preuves. Enregistrement. Messages. Vidéo. Des choses qui montrent le schéma. Je les collecte parce que elle déglutit difficilement, parce que j'ai toujours su qu'un jour quelqu'un en aurait besoin. Je vous les donne. Steven et Rose échangèrent un regard. Pourquoi? Demanda Steven. Parce que ça doit s'arrêter. Parce que je suis fatigué de voir ma famille détruire des gens. La voix de Nora tremblait. Et parce que Rose ne méritait rien de tout ça. Aucune des femmes qui ont épousé dans notre famille ne le méritait. Femme. La voix de Rose était petite. Pluriel. La première petite amie de Lévi. Elle a duré 6 mois avant de partir. Mon père l'a effrayée. Et mon cousin plus âgé a épousé une femme qui a tenu 2 ans avant de demander le divorce. Elle a allégué abus émotionnels, mais la famille s'est ralliée autour de mon cousin et l'a fait passer pour instable. Elle a déménagé au Texas pour s'éloigner de nous. Steven sentit quelque chose de froid s'installer plus profondément dans sa poitrine. Votre père a fait ça avant? Encore et encore. Il croit qu'il est juste que Dieu lui a donné l'autorité sur sa famille, et ça inclut les belles-filles. Les nièces, quiconque dans sa sphère, il se voit comme un patriarche au sens biblique, ce qui signifie vraiment qu'il est un homme contrôlant et abusif qui utilise la religion comme excuse. Nora tendit son téléphone. Tout était là. Vidéo de réunion familiale où on l'entend hurler sur les gens, les rabaisser, capture d'écran de message où Lévi admet que papa garde Rose en échec. Enregistrement de papa me faisant la leçon sur la soumission et l'obéissance. Je vous enverrai tout. Et elle hésita. Et si vous portez plainte? Je témoignerai contre eux deux. Les yeux de Rose se remplirent de larmes. Nora, si tu fais ça, ta famille va me renier. Je sais, mais il ne me semble plus comme une famille. Il me semble comme une prison. Nora regarda Steven. S'il vous plaît, laissez-moi aider. C'est le moins que je puisse faire. Steven prit son numéro de téléphone et promit d'appeler. Tandis que Nora s'éloignait en voiture, Rose resta dans l'allée, l'air stupéfaite. Elle a toujours été la discrète. D'être Rose, je n'aurais jamais pensé. Les victimes d'abus deviennent souvent les plus fortes défenseurs. D'être Steven, elle a été piégée aussi, juste d'une façon différente. Cette nuit-là, Nora envoya 23 fichiers, vidéos de Léonard rabaissant verbalement des membres de la famille lors de rassemblements, sa voix dégoulinant de mépris, capture d'écran de messages où Lévi discutait de gérer Rose avec son père, une vidéo particulièrement accablante d'un barbecue où Léonard saisissait le poignet de Nora assez fort pour laisser des marques quand elle avait remis en question une de ses déclarations. Steven regarda chaque fichier méthodiquement, prenant des notes. Le schéma était indéniable. Leonard Pike était un abuseur systématique qui avait construit toute la structure familiale autour du contrôle, et Lévi avait appris chaque technique. Mais maintenant, Steven avait des preuves, pas seulement la parole de Rose contre la leur, multiples témoins, multiple incidents.
un schéma s'étendant sur des années. Il ajouta tout à un dossier chiffré sur son ordinateur portable et le sauvegarda dans 3 endroits. Puis, il ouvrit un nouveau document et commença à esquisser une chronologie. Chaque incident, chaque témoin, chaque preuve, organisée chronologiquement. Cela lui prit jusqu'à 2 heures du matin. Quand il finit enfin, il avait 17 pages d'abus documentés s'étendant sur 3 ans, impliquant multiples victimes, avec déclarations corroborantes de 6 témoins. Rose apparut à la porte de la cuisine, enveloppée dans un peignoir. « Tu n'arrives pas à dormir ? Je finis juste quelque chose. » Elle s'assit en face de lui, regardant les pages étalées sur la table. « Est-ce que c'est assez pour les faire arrêter ? C'est un début. » Steven rencontra ses yeux. « Rose, je dois te demander quelque chose et tu peux dire non ? Mais je pense qu'on devrait porter plainte pour agression, coercition et abus financiers contre eux deux. » Son visage pâlit. « C'est sérieux. Ce qu'ils ont fait est sérieux. Mais si on fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. Ça devient officiel, public. » Ses mains se tordirent ensemble. Tout le monde saura. Tout le monde devrait savoir. Des hommes comme Léonard et Lévy comptent sur la honte et le silence. Ils comptent sur le fait que leurs victimes soient trop effrayées pour parler. Steven se pencha et prit ses mains, les stabilisant. « Mais c'est ton choix. Je te soutiendrai de toute façon. Si tu veux t'en aller, reconstruire tranquillement. Je comprends. Mais si tu veux te battre, je suis avec toi. Jusqu'au bout. » Rose fixa leurs mains jointes, longtemps. Quand elle leva les yeux, quelque chose avait changé dans son expression, quelque chose de dur et certain. « Je veux me battre, » dit-elle. « Je veux qu'ils fassent les conséquences pour ce qu'ils ont fait. Pas juste à moi, à tout le monde. » « Tu es sûr ? » ?»« Je suis sûr. » Steven serra ses mains une fois, puis les lâcha. « D'accord. Alors on fait ça lundi matin. On va à la police ensemble. Et s'ils ne nous croient pas, » Steven tapa la pile de papier sur la table, « ils le feront. » Le reste du week-end passa en préparation intense. Steven et Rose passèrent en revue chaque détail, s'assurant que la chronologie était précise. Les déclarations claires, les preuves organisées. Michel vint de Nashville dimanche après-midi pour emmener Rose à un rendez-vous médical privé où un médecin documenta les effets physiques du stress prolongé et nota les ecchymoses en guérison sur son cuir chevelu. « Votre tension artérielle est élevée, » dit le médecin à Rose doucement. « Vous avez perdu 8 kilos depuis votre dernier bilan. Vous montrez des signes de stress chronique et d'anxiété. Tout ça est cohérent avec un traumatisme. Le rapport médical alla dans le dossier. » Dimanche soir, Steven s'assit sur son porche arrière, regardant le soleil se coucher sur Cedar Brook. Le ciel était meurtri, pourpre et orange, l'air épais d'humidité. Il pouvait entendre les conversations des voisins flotter par-dessus les clôtures, le son distant d'une télévision, l'aboiement d'un chien, des sons normaux de dimanche soir. Une vie normale, sauf que rien ne semblait normal à Nimor. Demain changerait tout. Une fois qu'il porterait plainte, il n'y aurait pas de retour. Les Pike se battraient, ils engageraient des avocats, ils essaieraient de peindre Rose comme instable, lui comme interférent. Ils utiliseraient leur connexion à l'église, leur statut dans la communauté, chaque avantage qu'ils avaient. Mais Steven avait quelque chose qu'il n'avait pas, la vérité, et il était prêt à se battre pour elle plus longtemps et plus fort qu'il ne pouvait se battre contre. Rose le rejoignit sur le porche, s'asseyant dans le vieux rocking chair de sa mère. « Nerveuse ?» demanda-t-elle. « Déterminée ? Moi aussi. » Elle fut silencieuse un moment. « Papa, merci de ne pas m'avoir laissé y retourner. De me croire, toujours. Ma chérie, toujours. » Ils restèrent assis ensemble jusqu'à la nuit complète, aucun ne parlant, tous deux rassemblant des forces pour ce qui venait ensuite. Le lundi matin arriva gris et frais, inhabituel pour la fin de l'été au Tennessee. Les prévisions annonçaient de la pluie et les nuages pendaient bas et lourds, tournant le monde en couleur de pierre. Steven portait un pantalon de travail propre et une chemise boutonnée. Rose portait un jean et un chemisier simple, ses cheveux tirés en arrière. Ils avaient tous deux l'air fatigués. Aucun n'avait bien dormi. Le département de police de Cedar Brook occupait un bâtiment bas en briques sur Main Street. Coincé entre la poste et un magasin de quincaillerie, Steven était passé devant un millier de fois. Il n'avait jamais imaginé franchir ses portes pour rapporter son propre gendre et beau-père pour violence domestique. Le hall sentait le café brûlé et la moquette vieille. Un jeune officier au comptoir leva les yeux quand ils entrèrent. « Je peux vous aider ? On doit déposer une plainte, » dit Steven. Sa voix était stable. « Pour agression et abus domestiques. » L'expression de l'officier changea, devenant plus attentive. « Laissez-moi chercher quelqu'un pour vous. Asseyez-vous. »
Ils s'assirent sur des chaises en plastique dur, boulonnées au sol, la jambe de Rose rebondissait nerveusement. Steven posa une main sur son genou, l'arrêtant, et elle lui adressa un faible sourire. 10 minutes plus tard, une femme en civil émergea de l'arrière, fin quarantaine. Cheveux noirs en chignon pratique, yeux perçants qui absorbaient tout. « Je suis la détective Patricia Morales. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi ?» Elle les mena à une petite salle d'interrogatoire avec une table, 4 chaises et une caméra d'enregistrement montée dans le coin. Les murs étaient beige, le sol était du linoléum éraflé, tout dans l'espace semblait conçu pour enlever les faux-semblants avant qu'on commence, dit la détective Morales, s'installant sur sa chaise. Je veux que vous sachiez que rapporter la violence domestique demande du courage. On prend ces cas sérieusement. Je vais vous poser des questions, et certaines pourraient être difficiles. Prenez votre temps. On enregistrera cette conversation pour documentation. D'accord. Rose hocha la tête. Steven dit « Compris. De qui parlons-nous ici? Qui est-ce la victime? Qui est l'abuseur? Je suis la victime, dit Rose. Sa voix plus forte que Steven ne l'attendait. Mon mari, Levi Pike, et mon beau-père, Leonard Pike. La détective Morales commença à prendre des notes. Dites-moi ce qui s'est passé. Rose commença par le jeudi précédent, le salon, l'agression de Léonard, l'intervention de Steven. Sa voix trembla au début, mais gagna en force. La détective Morales n'interrompit pas, hochant simplement la tête occasionnellement, son stylo se déplaçant régulièrement sur la page. Quand Rose finit cette partie, la détective leva les yeux. « Et votre père a vu ça? Tout ?» confirma Steven. « J'ai vu Léonard Pike saisir ma fille par les cheveux et la forcer à genoux. Je l'ai entendu menacer de lui apprendre comment une vraie femme doit agir. Mon gendre est resté là sans rien faire. Pouvez-vous décrire les actions exactes de Léonard Pike? Comment il l'a saisi? Où? Avec quelle force? » Steven le décrivit en détail prudent. La prise, l'angle, la tension visible sur l'avant-bras de Léonard, la position de Rose au sol. La détective écrivit tout, mais ce n'est pas tout, dit Rose. Ça dure depuis plus d'1 an? La violence, le contrôle. C'est systématique. Elle décrivit la progression, contrôle financier, surveillance du téléphone, isolement, intimidation physique. Levi l'enfermant dehors, les corrections escaladantes de Léonard. Steven observa l'expression de la détective Morales passer d'une attention professionnelle à quelque chose de plus dur, de plus personnel. « Avez-vous des preuves de tout ça ?» demanda la détective. Steven produisit le dossier, déclaration écrite de Rose, déclaration de témoins de ses collègues, message et texte, documentation médicale, relevé bancaire montrant le contrôle financier, enregistrements. Il le posa sur la table entre eux. Tout est là. La détective Morales ouvrit le dossier et commença à lire. La pièce tomba dans le silence, sauf pour le froissement du papier. 2 pages plus loin, elle leva les yeux. C'est exhaustif, c'est systématique. Elle répéta le mot de Rose. La détective passa 20 minutes à parcourir chaque page. Elle posa des questions clarifiantes, demanda les coordonnées des témoins, prit ses propres notes. Quand elle arriva aux déclarations de Nora Pike, elle s'arrêta. C'est la sœur de l'accusé. « Oui, » dit Rose. Elle est prête à témoigner contre eux. C'est inhabituel. Elle a subi leur abus toute sa vie. La détective Morales ferma le dossier et regarda Rose directement. « Madame Danner, je suis désolé. Mademoiselle Pike, Dana, interrompit Rose calmement. Je reprends mon nom de jeune fille. Madame Danner, d'après ce que vous m'avez dit et ces preuves, nous avons des motifs pour multiples charges. Agression domestique, contrôle coercitif, emprisonnement illégal. Abus financière, êtes-vous prête pour ce qui vient ensuite? Ça signifiera enquête, arrestation possible. Procédure judiciaire, votre mari et beau-père sauront que vous avez porté plainte. Je sais, il pourrait riposter. Je sais ça aussi. La détective Morales hocha lentement la tête. Bien, parce que je dois m'assurer que vous êtes sûr. Une fois qu'on commence ce processus, ce sera difficile. Ces cas le sont souvent. Les mains de Rose étaient serrées sur la table, mais sa voix ne vacilla pas. Je suis sûr, je veux porter plainte contre eux deux. D'accord? La détective regarda Steven. Et vous êtes prêt à témoigner en tant que témoin? Absolument. Alors voilà ce qui se passe ensuite. Je vais prendre votre déclaration complète, documenter tout et le passer au bureau du procureur. Ils examineront les preuves et décideront des charges. S'ils avancent, et d'après ce que je vois, ils le feront. Des mandats seront émis. Savez-vous où sont les Pike en ce moment? Levi travaille chez Secure Life Insurance sur Cyper Street, dit Rose. Léonard est généralement à la maison au 28 Oakmont Road. La détective Morales l'écrivit.
On coordonnera avec la patrouille. Quand on procède aux arrestations, on le fait prudemment. Monsieur Danner, je recommande que vous et votre fille restiez quelque part que ces hommes ne connaissent pas pour les prochains jours. Avez-vous un endroit sûr où aller? Steven n'y avait pas pensé. Ma sœur à Nashville. C'est probablement malin, juste jusqu'à ce que les choses se calment. Elle se leva. J'aurai besoin de quelques heures de plus avec Rose pour sa déclaration complète. Monsieur Danner, vous pouvez attendre ou revenir. J'attends. Rose lui adressa un regard reconnaissant tandis que la détective Morales la menait dans une autre pièce pour l'interview détaillée. Steven s'assit dans le hall, son téléphone dans les mains, regardant les gens aller et venir, une femme déposant une plainte pour nuisance sonore, un homme rapportant un vélo volé, des problèmes normaux pour un lundi matin. Son problème était loin d'être normal. 3 heures plus tard, Rose émergea, l'air épuisé. La détective Morales les escorta à la porte. « On va bouger vite là-dessus ?» dit-elle. « Attendez des appels du bureau du procureur dans les 48 heures. Et Madame Danner, vous avez fait ce qu'il fallait ?» Rose hocha la tête sans mot. Dans le camion, Steven s'engagea sur Main Street et se dirigea vers l'autoroute. « On va chez Michel. Et ton atelier? J'appellerai mon assistant manager. Il peut gérer pour quelques jours. » Rose appuya sa tête contre la vitre, regardant Cedarbrook défiler. « C'est vraiment en train d'arriver ?»« Oui, je pensais que je me sentirais soulagé. Je me sens juste fatigué. »« C'est normal. » Ils roulèrent en silence un moment. La pluie commença à mi-chemin vers Nashville, légère au début, puis plus forte, tambourinant contre le pare-brise. Steven alluma les essuie-glaces et garda les yeux sur la route. Rose parla à nouveau, plus doucement cette fois. « Tu penses qu'ils iront vraiment en prison ? S'il y a de la justice. »« Oui, et s'il n'y en a pas ?» Steven la regarda. « Alors on continue de se battre jusqu'à ce qu'il y en ait. » La maison de Michel était une petite ranch dans une banlieue calme de Nashville. Elle les rencontra à la porte, tirant immédiatement Rose dans une étreinte. « Tu l'as fait ?» dit Michel. « Tu l'as vraiment fait ?»« On l'a fait. Papa et moi, ils passèrent cette soirée à se faire discret, commandant à emporter. » Regardant la télévision sans réfléchir, Steven se surprit à vérifier son téléphone constamment, attendant des nouvelles. Aucune ne vint. Mardi matin, la détective Morales appela « Monsieur Danner, le procureur a examiné le dossier. Il dépose des charges multiples contre les 2 hommes. On exécute les mandats cet après-midi. » La prise de Steven sur le téléphone se resserra. « Où ?»« Levi Pike à son lieu de travail. Leonard Pike à sa résidence. On vous appellera quand ce sera fait. Merci. » « Détective, merci à votre fille. Elle est courageuse. » Après l'appel, Steven trouva Rose dans la chambre d'amis de Michel, assise sur le lit, avec les bras autour des genoux. « Ils les arrêtent aujourd'hui, » dit-il. Ses yeux s'écarquillèrent. « Aujourd'hui, cet après-midi, la détective Morales appellera quand ce sera fait. » Rose hocha lentement la tête, assimilante. « C'est vraiment fini ?» Cette partie l'est. À 16h37, le téléphone de Steven sonna. « Monsieur Danner, détective Morales, les 2 mandats ont été exécutés. Levi Pike a été arrêté au travail sans incident. Leonard Pike a été arrêté à la maison. Il a résisté au début mais s'est conformé une fois qu'il a réalisé qu'on était sérieux. Les 2 hommes sont en détention en attendant l'audience. » Steven ferma brièvement les yeux. « Merci. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quand on a arrêté Levi à son bureau, plusieurs collègues ont commenté qu'ils n'étaient pas surpris. Ils disaient qu'il était contrôlant envers le personnel féminin. On examine s'il y a d'autres victimes. » Après avoir raccroché, Steven entra dans le salon où Rose et Michel attendaient. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Son expression disait tout. Rose se leva abruptement. « Ils les ont arrêtés, tous les 2. Ils sont en détention. » Elle fit un son. Mi-sanglot et se rassit lourdement. Michel se plaça à ses côtés, la tenant pendant qu'elle craquait. « Pas en chagrin ?» réalisa Steven. En soulagement, en libération, il resta là, regardant sa fille pleurer, sentant quelque chose changer dans sa poitrine. Pas de satisfaction, il n'en était pas capable. Pas encore, mais de la certitude. Ils avaient fait ce qu'il fallait, la chose difficile, la chose qui tiendrait. Cette nuit-là, tous les 3 s'assirent sur la terrasse arrière de Michel sous un ciel s'éclaircissant après la pluie. L'air sentait le propre. Lavé, Rose semblait plus détendue que Steven ne l'avait vue depuis des mois. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle. « L'audience probablement demain ou jeudi, » dit Steven. « Puis les procédures judiciaires, s'il ne plaide pas coupable. Devrais-je témoigner ? Peut-être. Ça dépend si ça va au procès. » Rose fut silencieuse un moment. « Je le ferai si je dois. Je dirai la vérité.
Michel serra son épaule. « Tu ne seras pas seul? On sera tous là. »« Je sais. » Rose regarda son père. « Papa, je ne pense pas t'avoir correctement remercié pour tout, pour m'avoir cru, pour avoir combattu pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es ma fille. Quand même. » Sa voix se brisa légèrement. « Tu m'as sauvé la vie? Littéralement. Si tu n'étais pas venu ce jour-là. » Steven ne la laissa pas finir. « Mais je suis venu, et tu es là. Et tu es en sécurité. C'est ce qui compte. » Ils restèrent assis ensemble jusqu'à ce que les étoiles sortent. 3 personnes liées par le sang et par la bataille, trouvant la paix dans le calme, après la tempête. L'audience eut lieu jeudi matin au tribunal du comté de Hamilton. Steven et Rose s'assirent dans la galerie. La détective Morales à proximité. Léonard et Levi Pike furent amenés en combinaisons oranges, poignets menottés. Léonard semblait furieux. Levi semblait choqué, comme s'il ne pouvait croire que ça arrivait. La juge, une femme austère dans la soixantaine nommée Harriet Wallace, lut les charges d'une voix plate et professionnelle. « Leonard Pike, vous êtes accusé d'agression domestique au second degré, harcèlement aggravé, intimidation et contrôle coercitif. Levi Pike, vous êtes accusé d'agression domestique, contrôle coercitif, emprisonnement illégal et exploitation financière. Comment plaidez-vous » Leur avocat, un homme lisse en costume cher, s'élève. « Non coupable sur tous les chefs, votre honneur... » Notez, la caution est fixée à 75 000 $ chacun. L'audience préliminaire est prévue dans 3 semaines. Les yeux de la juge Wallace se posèrent sur Rose. « Madame Danner, une ordonnance de restriction est en vigueur. Les 2 accusés sont interdits de vous contacter ou de s'approcher à moins de 152 mètres. S'ils violent cette ordonnance, appelez immédiatement la police. »« Oui, votre honneur. » Tandis que les Pike étaient emmenés, Léonard se tourna et verrouilla ses yeux sur Steven. Le regard était pur venin. Rempli de rage et de promesses de rétribution, Steven soutint son regard sans cligner jusqu'à ce que les adjoints tirent Léonard hors de la salle. Dehors, sur les marches du tribunal, la détective Morales les briefa. « Le procureur est confiant, on a des preuves solides, multiples témoins, et les propres messages des accusés contre eux, mais je dois vous avertir, leur avocat va essayer de discréditer le témoignage de Rose. Ils la peindront comme instable, prétendront que vous l'avez influencée, suggéreront peut-être des motivations financières. Laissez-les essayer, dit Steven. On a la vérité n'est pas toujours assez en cours. Monsieur Danner, vous devez être préparé à ce que ça devienne moche. C'est déjà moche, dit Rose calmement. Ça ne peut pas être pire que ce qu'ils ont fait. Au cours des 3 semaines suivantes, la stratégie de défense des Pike devint claire. Leur avocat déposa des motions prétendant que Rose était mentalement instable, que Steven l'avait lavé le cerveau, que le contrôle financier était simplement une gestion responsable du foyer. Ils essayèrent d'exclure le témoignage de Nora, alléguant un biais familial. Rien ne marcha. L'audience préliminaire vint et partit. La juge trouva des preuves suffisantes pour procéder au procès. Le procureur offrit un accord de plaidoyer, charge réduite en échange d'un plaidé coupable. Léonard refusa, Lévi hésita, mais suivit finalement son père. Donc, ça alla au procès. Le procès commença par un matin frais de novembre, 2 mois après cet après-midi de jeudi dans le salon. Le tribunal bourdonnait d'activité, mais la salle 3B était calme quand ils entrèrent. Juste le son des chaussures sur le carrelage et des papiers froissés. Steven s'assit au premier rang derrière la table de l'accusation. Rose s'assit à côté de lui, vêtue d'une robe navy simple, ses mains pliées sur ses genoux. Elle avait repris 3 kilos. Les cernes sous ses yeux avaient pâli, elle semblait plus forte. L'accusation présenta son dossier méthodiquement. Ils commencèrent par le témoignage de Steven, ce qu'il avait vu ce jeudi, l'état de sa fille, la marque sur son cuir chevelu, l'avocat de la défense. Un homme nommé Richard Cross essaya de le secouer pendant le contre-interrogatoire. « Monsieur Danner, n'est-il pas vrai que vous désapprouviez le mariage de votre fille dès le début ?»« Non. Vous n'avez jamais eu de préoccupation sur la famille Pike, pas jusqu'à ce que j'apprenne qu'ils abusèrent de ma fille. Ou était-ce une question de contrôle? Vous ne supportiez pas que Rose ait une nouvelle famille. » La voix de Steven resta égale. « C'est à propos d'un homme adulte agressant ma fille dans sa propre maison pendant que son mari regardait. C'est ce que j'ai vu, c'est ce qui s'est passé. » Cross essaya de le déstabiliser pendant 20 minutes. Ça ne marcha pas. Steven avait passé des semaines à se préparer, repassant chaque détail avec le procureur. Il savait ce qu'il avait vu et il refusait d'être ébranlé. Rose témoigna ensuite. Elle parla clairement, décrivant le schéma d'abus, l'escalade, la peur. Cross essaya les mêmes tactiques.
suggérant qu'elle était émotionnellement instable, qu'elle avait mal interprété une guidance ferme comme abus, qu'elle avait été influencée par son père. Madame Danner, vous admettez que votre père a enregistré votre déclaration? N'est-il pas possible qu'il vous ait coaché sur quoi dire? Non. Il a enregistré la vérité, ma vérité, mais vous étiez émotive, vulnérable. Peut-être avez-vous dit ce que vous pensiez qu'il voulait entendre? La voix de Rose durcit. J'ai dit ce qui s'est passé. Leonard Pike m'a saisi par les cheveux et m'a forcé à genoux. Levi Pike contrôlait chaque aspect de ma vie. Ce sont des faits, pas des sentiments. Le jury, 8 femmes et 4 hommes, observa attentivement. L'accusation appela les collègues de Rose. Chacun décrivit sa détérioration au cours de l'année passée. Les larmes, l'anxiété, les ecchymoses qu'elle essayait de cacher. Le témoignage d'Ashley sur la confrontation du parking fut particulièrement puissant. Puis Nora prit la barre. Elle semblait petite dans la boîte des témoins, mais sa voix était stable. Elle décrivit grandir sous le contrôle de Léonard, le regardant rabaisser sa mère jusqu'à ce qu'elle fuit, voyant Levi adopter les mêmes tactiques. Elle décrivit le schéma familial d'abus s'étendant sur des décennies. Cross attaqua sa crédibilité vicieusement, suggérant qu'elle témoignait par dépit, qu'elle avait fabriqué des preuves pour blesser sa famille. Mais Nora ne craqua pas. Elle avait passé trop d'années sous le pouce de Léonard pour être intimidée par un avocat. « Mon père est un homme abusif », dit-elle simplement. « Mon frère a appris de lui. Rose est une victime dans une longue ligne de victimes. Je témoigne parce que ça doit s'arrêter. » L'accusation joua les vidéos fournies par Nora. Le jury regarda Léonard détruire verbalement des membres de la famille. Saisir le poignet de Nora, créer une atmosphère de peur et de contrôle. Ils entendirent les messages de Levi admettant que son père gardait Rose en échec. À la fin de la première semaine, la défense était en déroute. Léonard prit la barre pour se défendre. Une erreur. Il ne pouvait cacher son mépris, sa croyance qu'il avait le droit de contrôler sa famille. Quand on lui demanda pour avoir saisi Rose, il dit « Parfois, les femmes ont besoin d'une correction ferme. C'est biblique. Elle était irrespectueuse, et je lui enseignais la bonne façon de se comporter. » Le procureur sauta dessus. « Vous croyez avoir le droit d'agresser physiquement votre belle-fille ? Ce n'était pas une agression, c'était de la discipline. Vous l'avez saisie par les cheveux et forcée à genoux. C'est votre définition de la discipline. » Elle avait besoin d'apprendre le respect. Les expressions du jury changèrent. Plusieurs femmes semblaient dégoûtées. Levi témoigna ensuite, essayant de se peindre comme un mari attentionné mal compris, mais sous contre-interrogatoire. Il admit surveiller le téléphone de Rose, contrôler leur compte bancaire, permettre à son père de guider leur mariage. Il prétendit que c'était tout pour le bien de Rose. Rose voulait-elle être surveillée et contrôlée ? Demanda le procureur. C'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. Ce n'était pas ma question. Le voulait-elle? Levi hésita. Elle était ma femme. C'était ma responsabilité. Donc non, elle ne le voulait pas. Mais vous l'avez fait quand même? J'étais un bon mari selon la définition de mon père. Le procès dura 9 jours. Au 10e jour, les plaidoiries commencèrent. La défense prétendit que Rose était instable, Steven contrôlant, et les Pike avaient simplement essayé de maintenir une structure familiale traditionnelle mal interprétée comme abus. L'accusation ne mâcha pas ses mots. La défense veut vous faire croire que c'est une question de malentendu, de valeurs traditionnelles, mais ce que vous avez entendu ces 9 derniers jours n'est pas sur la tradition, c'est sur le pouvoir, le contrôle, la violence. Le procureur désigna Rose. Rose Danner a fait confiance à son mari et sa famille. Elle a cru leurs promesses d'amour et de partenariat. Au lieu de ça, elle a eu un abus systématique, contrôle financier, agression physique, isolement de son réseau de soutien. Ce n'est pas une dispute familiale, c'est de la violence domestique. Et les accusés doivent être tenus responsables. Le jury délibéra pendant 6 heures. Quand ils revinrent, la présidente, une femme dans la cinquantaine, se leva et lut le verdict. Sur le chef d'agression domestique contre Leonard Pike, coupable. Sur le chef de contrôle coercitif contre Leonard Pike, coupable. Sur le chef d'intimidation contre Leonard Pike, coupable. Pour Levi, sur le chef de contrôle coercitif, coupable. Sur le chef d'exploitation financière, coupable. Sur le chef d'emprisonnement illégal, coupable. Rose fit un son à côté de Steven, un halètement, un sanglot. Il ne pouvait dire. Il prit sa main et la serra fort. La juge Wallace s'adressa au condamné. « Monsieur Pike, ce que vous avez fait à cette jeune femme représente une profonde trahison de confiance et un schéma systématique d'abus. Cette cour a entendu des témoignages détaillant comment vous avez travaillé ensemble pour isoler, contrôler et intimider Madame Danner.
Votre structure familiale n'était pas traditionnelle. Elle était conçue autour de la domination et de la peur. Les preuves contre vous sont accablantes. Le verdict du jury est clair et cette cour ne tolérera pas la violence domestique sous aucune forme. Elle fixa l'audience de sentence pour 2 semaines plus tard. À l'audience de sentence, Leonard Pike reçut 4 ans, Levy en reçut 3. Tous deux devraient suivre des programmes d'intervention pour violences domestiques. Tous deux seraient interdits de contacter Rose pendant 10 ans après leur libération. Tandis que les huissiers les emportaient, Leonard cria quelque chose sur la justice pervertie, sur ses droits violés. Levy semblait juste brisé. Comprenant enfin ce qu'il avait perdu, Steven sentit Rose s'appuyer contre lui. Épuisé, il passa son bras autour d'elle et la soutint. Dehors, au tribunal, des reporters s'étaient rassemblés. La détective Morales les aida à naviguer passer les caméras. Sur le parking, Rose se laissa enfin pleurer. Des larmes profondes et purifiantes qui secouaient tout son corps. « C'est fini », dit-elle entre sanglots. « C'est vraiment fini. »« Oui », confirma Steven. « Tu l'as fait, ma chérie. Tu leur as tenu tête et tu as gagné. On l'a fait, toi et moi. » Steven regarda sa fille, cette personne qui avait été brisée et reconstruite, qui avait trouvé du courage quand ça comptait le plus, qui s'était battue contre des hommes qui avaient essayé de détruire son esprit. « Oui », dit-il doucement, « on l'a fait. » Le printemps arriva à Cedarbrook avec des cornouillers fleurissant blancs contre les collines vertes et l'air devenant doux et sucré. 6 mois s'étaient écoulés depuis le procès, 6 mois de guérison lente et stable. Rose avait emménagé dans une petite maison de location du côté est de la ville, un cottage avec un porche avant et une cour juste assez grande pour un jardin. Elle avait replanté des tomates, et cette fois, elle prospérait. Elle était retournée au travail à la clinique à temps partiel, reconstruisant lentement des relations avec les collègues qui avaient témoigné pour elle. Elle avait commencé une thérapie, 1 heure par semaine avec une femme spécialisée dans la récupération de traumatismes. Le divorce avait été finalisé en février. Rose Danner, légalement et complètement, plus de lien avec Levy Pike sauf les souvenirs, et ceux s'estompaient. Elle prenait des cours du soir au collège communautaire, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais que Levy avait rejeté comme frivole, littérature et histoire de l'art. Des sujets qui nourrissaient de son âme. Steven regardait sa fille se retrouver lentement, pas la personne qu'elle avait été avant Levy, mais quelqu'un de nouveau, plus fort, plus ancré, quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Un samedi soir de fin avril, Steven se tenait à son grill dans la cour arrière, retournant des burgers. Rose était assise dans une chaise de jardin, pieds nus sur l'herbe, lisant un livre pour son cours de littérature. Le coucher de soleil peignait tout en or. « Papa !» Rose leva les yeux de son livre. « Oui, tu penses à eux parfois ? À ce qui s'est passé ?» Steven retourna un burger, réfléchissant. « Parfois, tu te sens mal pour ça ? Pour comment les choses ont tourné pour eux ?» Il regarda sa fille. Elle portait une robe d'été, jaune avec de petites fleurs, qu'elle s'était achetée sans demander permission, sans s'inquiéter si quelqu'un approuverait. Ses cheveux étaient lâches sur ses épaules. Elle semblait contente, libre. « Non !» dit-il simplement. « Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. » Rose hocha lentement la tête, quelque chose s'installant dans son expression. « Moi non plus. Je pensais peut-être que je le ferais éventuellement, comme peut-être que je me sentirais coupable ou triste que Levy aille en prison. Mais je ne le suis pas. Il m'a blessé. Son père m'a blessé. Ils auraient de continuer à me blesser si tu ne les avais pas arrêtés. Tu les as arrêtés aussi ? Quand tu es sorti par cette porte avec moi, quand tu as témoigné, ça a pris plus de courage que tout ce que j'ai fait. On a tous les deux fait ce qu'on devait faire. On l'a fait. » Ils tombèrent dans un silence confortable, le genre de calme qui vient d'une expérience partagée et d'une confiance profonde. Un cardinal, à plat de l'arbre chêne à la limite de la propriété, quelque part dans la rue, des enfants jouaient, leur rire porté par la brise. « Je suis fier de toi, » dit Steven. « Ta maman le serait aussi. » Rose sourit, un vrai sourire. Celui qui atteignait ses yeux. « Je suis fier de nous. On ne les a pas laissés gagner. » « Non, on ne l'a pas fait. » Steven servit les burgers et ils mangèrent sur la terrasse tandis que le soleil descendait derrière les collines. Ils parlèrent des cours de Rose, du nouvel assistant que Steven avait embauché à l'atelier, de la visite prochaine de Michel. Des choses normales, quotidiennes, tandis que l'obscurité s'installait et que les premières étoiles apparaissaient. Rose se leva et s'étira. « Je devrais y aller. Carto demain. » Steven l'accompagna à sa voiture, une vieille Honda qu'elle s'était achetée avec l'argent économisé de son travail. Son argent, son choix, avant qu'elle monte, elle le serra fort. « Merci, papa, pour tout.
pour avoir vu, pour avoir cru, pour avoir combattu, toujours. Ma chérie, toujours. Il regarda ses feux arrière disparaître dans la rue, puis resta dans son allée un moment de plus, regardant les étoiles. L'air nocturne était frais et propre. Le quartier était calme. Pour la première fois en mois, Steven sentit quelque chose proche de la paix, pas parce qu'il avait pardonné au Pike. Il ne l'avait pas, et il ne le ferait jamais. Ce qu'ils avaient fait à Rose, à Nora, à d'autres, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être pardonné. Ça pouvait seulement être arrêté, puni, rendu impossible à répéter, mais ils l'avaient fait, Rose l'avait fait, ensemble. Ils avaient pris quelque chose de brisé et l'avaient rendu juste, aussi juste que possible. Ils s'étaient rebattus pour la justice, et ils avaient gagné. Steven se tourna et rentra dans sa maison, laissant la porte déverrouillée parce que c'était Cedar Brook, et Rose était en sécurité et les Pike étaient en lit derrière les barreaux où ils appartenaient. Il se prépara une tasse de café, décaféiné puisque c'était tard, et s'assit à sa table de cuisine avec un livre à lui, mais il ne lut pas, il resta juste là, pensant au sourire de sa fille, à sa robe d'été jaune, à la façon dont elle avait semblé assise dans sa cour, avec ses pieds nus dans l'herbe. Libre, c'était le mot, elle était libre, et pour Steven Danner, c'était tout dehors. La nuit s'approfondit, les étoiles tournaient au-dessus, le monde continuait de tourner, et dans une petite maison du côté est de Cedar Brook, Rose Danner dormait paisiblement, plus effrayée, plus piégée, enfin et complètement elle-même. L'histoire de ce qui s'était passé dans ce salon 6 mois plus tôt s'estomperait avec le temps. Les gens passeraient à d'autres scandales, d'autres histoires, mais la vérité resterait documentée et préservée, un avertissement pour quiconque pensant pouvoir abuser de son pouvoir sur ceux qu'ils prétendent aimer. Léonard et Levi Pike avaient appris cette leçon à la dure, et Steven Danner avait appris quelque chose aussi, que parfois l'amour signifie se battre, pas avec les poings ou la rage, mais avec la vérité et les preuves et une détermination inébranlable, que parfois la chose la plus importante qu'un père puisse faire est de se placer entre son enfant et le danger. Quel qu'en soit le coût, il n'avait payé aucun coût réel au final, n'avait perdu aucun sommeil sur l'emprisonnement des Pike, n'avait ressenti aucune culpabilité sur leur sort. Ils avaient mérité chaque conséquence qui leur était arrivée, et Rose avait mérité sa liberté. C'était la justice et c'était